Nous sommes venus porter plainte contre ces 4 troubadours et nous irons avec eux en justice. Il y a le Monseigneur Ambongo, nous avons Fulgence Moutebadu au Katanga, nous avons Abbé Kanda de Mbujimaï et l'abbé Chole. Tout se trône en amas dans ce pays. Si vous ne connaissez pas la valeur du pouvoir, ces gens-là, ils sont venus pour nous compliquer davantage dans ce pays. Et nous irons avec eux en justice. Et Monseigneur Ambongo se prépare avec ses disciples. Nous allons le pourchasser jusqu'à la fin. Quel a été votre comportement lorsque le président du Sénat refusa de restituer les immunités lorsqu'il y a eu le premier arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétent? Et pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi en justice étant donné qu'il s'était opposé à une décision judiciaire? Pourquoi ne pas en finir une seule fois pour toutes, pour que ceux qui ont le sommeil puissent dormir sur le laurier et avoir les cœurs nets d'en débattre sur cette affaire? Le procureur général de la Cour constitutionnelle qui a été récusé par Matata Ponyo. Et on a vu ce même procureur qui demande à ce que Matata puisse se présenter. Comment vous jugez la récusation du procureur de la Cour constitutionnelle? Ça, c'est le jeu du Sénat. Lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution, et que celui-ci se termine par la formule, s'il ne comparaît pas, sera contraint conformément à la loi. Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne le concernent pas. Donc toute contrainte serait une violation de la Constitution, de la loi et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et notre étonnement porte sur le fait que certains hauts responsables de l'application de la loi font montre d'une témérité à nul autre pareil quand il s'agit de violer ou de contourner la Constitution et la loi dans leurs dispositions les plus claires. C'est cela qui rabaisse et détruit la nation. Heureusement, parce que l'espoir, l'espérance sont toujours permis. Et nous sommes du côté de l'espérance. Nous sommes du côté de ceux-là qui pensent que la nation aura toujours les ressources nécessaires de résister, de se ressaisir et de conforter son état de droit. Bokoto, 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 Général Fantôme Mokonzabanzoï, la reine des abeilles. Nous voici devant le parquet près la Cour de cassation. La plainte est là. Nous sommes venus porter plainte contre ces 4 troubadours et nous irons avec eux en justice. Il y a le Monseigneur Ambongo, nous avons Fulgence Moutebadu au Katanga, nous avons Abbé Kanda de Mbujimaï et l'abbé Chole. Tout se trône en amas dans ce pays. Si vous ne connaissez pas la valeur du pouvoir, ces gens-là, ils sont venus pour nous compliquer davantage dans ce pays. Et nous irons avec eux en justice. Là, nous sommes prêts à tout. Que Monseigneur Ambongo se prépare avec ses disciples. Nous allons le pourchasser jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Maître Peter, vous n'ajoutez rien? Au camp du peuple, Zoya Fachi Béton, nous disons ceci, l'état des droits, c'est ça aussi. Saisir la justice par des voies
l'écho. C'est comme ça que nous avons saisi la justice pour attraire M. Ambongo, Cholet, Blaise Kanda, Fulgence Mouteba. Ils doivent comparaître devant le parquet près la Cour de cassation. Et nous sommes sérieux avec notre plainte. Merci. Merci beaucoup. Article 168 de la Constitution. Et c'est pour cela que dans cette conclusion, je reviens sur les principes majeurs que la Constitution, que la Cour constitutionnelle a dégagés. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur l'état de droit. Et je cite l'arrêt. Dans le contexte congolais, la Constitution garantit, tant dans son préambule que dans son dispositif, entre autres valeurs, l'état de droit, la démocratie pluraliste et les droits humains. Il est évident, dit la Cour constitutionnelle, dans un arrêt supplémentaire du 22 juillet 2022, que le constituant n'a pas entendu laisser le champ libre aux organes juridictionnels, y compris le parquet général près la Cour constitutionnelle, de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'État moderne, tel que garanti par la Constitution de la République. Et la Cour, comme garde-frontière, a été instituée pour placer les digues afin d'éviter les débordements dans l'œuvre normative de toute autorité publique. À ce titre, elle est un instrument de réalisation et de garantie de l'état de droit, les derniers remparts, l'ultima ratio pour la préservation de l'état de droit qui emporte la soumission de tous, particuliers et institutions publiques, y compris le parquet général, près la Cour constitutionnelle, au seul règne et autorité du droit. Après, vous allez dire que les juristes ne font rien. Produire un tel passage au niveau d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les juristes existent encore, c'est-à-dire que les juristes sont encore utiles. Ils sont là pour rappeler l'essentiel dans une société qui prétend à la démocratie, à l'état de droit. Un autre principe majeur qu'on peut trouver dans cet arrêt. Primauté de la Constitution. Primauté de la Constitution sur toutes les autres règles. Pour la Cour constitutionnelle, affirmer le primat de la Constitution sur toutes les autres règles juridiques matérielles dérivées ne va pas sans que certains mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour que ce principe de suprématie de la loi fondamentale ne demeure pas lettre morte. Et la Cour dit encore ceci pour affirmer le principe de la légalité. Nous sommes en matière pénale. Ici, le principe de la légalité, mes jeunes confrères juristes sont là pour l'affirmer ou le confirmer. La légalité est un principe majeur de la justice pénale. Lorsque le constituant dit à la Cour constitutionnelle qu'elle est compétente en matière pénale pour le président de la République et le Premier ministre, ce n'est pas
pour que la Cour constitutionnelle ou le parquet général près de cette Cour se mette en situation de soustraire ces justiciables aux droits reconnus à tous les citoyens, à savoir qu'on ne peut retenir contre eux ni une infraction, ni une peine, ni une procédure, ni un juge que la loi n'a pas prévu. Et pour affirmer cette légalité, voici les termes de la Cour. La Cour précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Cet article qui est dans notre Constitution, qui est la volonté de notre peuple qui a adopté la Constitution par référendum, est très important et très clair. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Lorsqu'après toutes ces violations des droits des citoyens, Matata Pogno, le parquet général près la Cour constitutionnelle lance un mandat de comparution. Lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution, et que celui-ci se termine par la formule: s'il ne comparaît pas, sera contraint conformément à la loi. Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne le concernent pas. Donc, il n'y a aucune loi dans le cas d'espèce qui permettrait l'exercice d'une contrainte quelconque pour comparaître devant un parquet général près la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune loi. Donc toute contrainte serait une violation de la Constitution, de la loi et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans tous les cas, prendre l'initiative de la contrainte, c'est très bien, mais le peuple et chacun de nous a le droit à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal. Vérifiez l'article 28 de notre Constitution. Et le dernier principe tiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est le suivant. Principe de la compétence juridictionnelle d'attribution. Aucun parquet n'a le droit de circuler dans la rue à la recherche des compétences que la loi ne lui a pas données. Les recherches qu'un parquet doit effectuer, c'est dans le cadre de sa compétence. Aucun parquet ne peut dire, comme ces agissements, ces comportements n'ont été attribués à aucun juge, donc je m'en empare. Non. La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata
qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel. Dans le cas d'espèce, c'est la cassation. De sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent et sont en violation de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution. C'était le dernier constat à travers une jurisprudence importante et récente. Le deuxième élément de ma conclusion, et qui est le dernier, c'est l'étonnement. L'étonnement. Notre étonnement porte sur le fait que certains hauts responsables de l'application de la loi font montre d'une témérité à nulle autre pareille quand il s'agit de violer ou de contourner la Constitution et la loi dans leurs dispositions les plus claires. C'est cela qui déçoit le chef de l'État. C'est cela qui rabaisse et détruit la nation. Heureusement, parce que l'espoir, l'espérance sont toujours permis. Et nous sommes du côté de l'espérance. Nous sommes du côté de ceux-là qui pensent que la nation aura toujours les ressources nécessaires de résister, de se ressaisir et de conforter son état de droit. J'ai dit, je m'excuse de vous décevoir pour mon exposé très court, mais c'est pour vous donner aussi la chance de poser les questions que vous voulez poser. Je vous remercie. Incompétente à un certain moment, se saisissent du dossier et la Cour des cours qui se déclare incompétente et se jette encore dans l'eau dans cette affaire qui semble défrayer la chronique et donner les sommités à certains juristes. Pourquoi ne pas en finir une seule fois pour toutes pour que ceux qui ont le sommeil puissent dormir sur le laurier et avoir les cœurs nets d'en débattre sur cette affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les questions, comme vous l'avez remarqué, se recoupent un peu. Et c'est normal. Ce sont les questions essentielles, inhérentes même à la procédure en cours. Quand la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter certaines expressions de la Constitution, notamment les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, vous demandez quelle a été la suite réservée à la Cour de cassation. Mais la suite, j'ai envie de dire, était un peu rocambolesque. Mais on pouvait quand même se frayer un chemin. Pourquoi je dis rocambolesque? D'abord, avec raison, la Cour constitutionnelle a déclaré l'action de la Cour de cassation irrecevable. Parce que, effectivement, la Cour de cassation n'est pas citée par la Constitution parmi les institutions qui ont pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation. Néanmoins, après avoir déclaré une action irrecevable, la Cour constitutionnelle a continué à réfléchir à haute voix en disant que pratiquement
il faudrait bien qu'on trouve un juge pour Matata. Et que dans le cadre de sa mission de régulatrice des institutions, elle s'est déclarée compétente. Il n'était pas saisi de ça. Et puis, elle rendait un arrêt auquel les partis n'avaient pas été invités pour échanger, pour donner leurs moyens. C'est pour cela que j'ai utilisé, malgré ma prudence habituelle, le terme d'une décision rocambolesque. Maintenant, c'est certainement dans cette logique-là, très à part, que la même Cour constitutionnelle, du moins le parquet qui lui est rattaché, croit que la procédure peut se poursuivre devant la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes en matière pénale. Autant la Cour constitutionnelle a de la marge en d'autres matières, telles que les matières électorales, autant en matière pénale, elle doit prêcher par l'exemple et interpréter la Constitution et la loi quand il s'agit de questions pénales de manière toujours stricte, sans aucune tentative d'analogie ou d'extension. Donc voilà pour la première question. J'ai dit que ça s'est recoupé. Et effectivement, l'autre qui a posé la question, ça c'est une question adressée au Sénat évidemment. Si j'avais été associé à son jeu, j'allais vous répondre. Mais ça c'est le jeu du Sénat. Et la question regarde le Sénat. Donc, la Cour constitutionnelle se jette à nouveau dans l'affaire et à tort. À tort. Pourquoi? Parce que c'est déjà prononcé. Déjà dans la procédure pénale ordinaire, lorsque un magistrat ou un juge a déjà donné son avis dans une affaire, il ne peut plus réapparaître pour de nouveau participer aux délibérations et à la décision. Et souvenez-vous, dans la loi organique portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle, plusieurs dispositions, je crois notamment l'article 109, rappelle que la Cour constitutionnelle en matière pénale suit la procédure des droits communs lorsqu'il n'y a pas de dispositions contraires dans la Constitution. Donc, il n'y a aucun argument, aucun, au niveau du droit, pour que la Cour se saisisse à nouveau, parce que ses propres arrêts même lui sont opposables. Lisez toujours ça, 68. Son arrêt du 15 novembre 2021 a mis fin à la procédure. A mis fin. Et l'article 168 dit, cet arrêt s'impose à tous, y compris même les juridictions, c'est-à-dire même à celle-là qui a rendu l'arrêt. Alors, ceux qui ont des connaissances approximatives du droit, ils vous disent que c'est un revirement de jurisprudence. Non. Les revirements de jurisprudence, c'est lorsque la Cour saisit d'un cas semblable à un autre qu'elle avait déjà tranché, décide de modifier la solution apportée au premier cas, à l'occasion de la deuxième affaire, pour faire avancer quoi? La justice, la bonne administration de la justice. En d'autres termes, une cour peut avoir tranché une affaire dans tel sens. Et les partis viennent plaider en disant, dans une affaire semblable, vous aviez dit que. Mais en même temps, la cour, elle se rend compte que, ou c'était une erreur, ou les circonstances ont évolué, ont changé. Et dans ce cas, qu'est fait la cour? Elle peut opérer un revirement de jurisprudence.
qui n'affecte pas le premier arrêt. Parce que le premier arrêt définitif a déjà été exécuté, mais qui servira de référence dans des cas semblables futurs. C'est ça le revirement de la jurisprudence. Il n'y a pas de revirement de la jurisprudence dans la même affaire. Les juges ne peuvent pas se le permettre. Parce que, qu'est-ce qui se perdrait en premier lieu? Quelle est la valeur que nous perdrions dans ce cas? La sécurité juridique des citoyens, la sécurité juridique dans les affaires. Donc la Cour n'a aucun moyen juridique de revenir sur Boukangaroz. Elle n'a aucun moyen juridique de revenir sur des faits nouveaux éventuels. Parce que, d'un côté, les faits qui sont dans la Constitution, le constituant a toujours voulu qu'ils soient jugés pendant que les personnes poursuivies sont en fonction, exercent encore leur mandat. C'est son choix. Pour les autres infractions qui auraient été commises avant le mandat ou après le mandat, c'est le droit commun. La Cour constitutionnelle n'a aucune part. Vous entendez parfois les gens vous dire, donc Matata est impuni, il n'est pas impuni. S'il vous vole ou vous tue aujourd'hui, il répondra devant la Cour de cassation, tant qu'il est sénateur, et s'il n'est plus sénateur, il répondra devant la grande instance, etc. Il n'y a pas d'impunité quelque part. Il n'y en a pas. Alors, comme je disais, peut-être j'ai déjà répondu à toutes les autres questions suivantes. Il y a une question pour savoir si Matata se présentera au parc. Bien sûr que je suis son avocat, mais c'est à lui de poser la question, parce que moi, je ne fais que l'accompagner et l'assister, et le défendre. La décision lui appartient. Lui appartient. Et s'il y allait, je l'accompagnerai, bien sûr, pour rappeler ce que je viens de vous dire, que c'est une procédure illégale, laissez mon client tranquille. C'est toujours la même chose, quelle doit être l'attitude de Matata. C'est son attitude, ce n'est pas la mienne. Oui, moi je crois que ce n'est pas une question à poser. J'ai dit que le dossier est fini. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle pour lequel la Constitution n'a jamais prévu de recours de quelque partie que ce soit, qui a reçu exécution immédiate. Je suis toujours troublé de voir comment nous obéissons plus facilement au code de la route qu'à la Constitution. La Constitution a dit, en des termes clairs, non équivoques, nous avons adopté cette Constitution par référendum. C'est notre volonté commune. C'est que la Constitution a dit, pourquoi nous continuons à nous poser des questions? Est-ce que quand sur la route, on vous dit aller à gauche ou circuler à droite, vous dites je vais réfléchir, ou vous devez y aller spontanément? Il faut y aller spontanément. C'est la même chose pour la culture juridique que nous devons acquérir vis-à-vis de notre Constitution. Quand la Constitution dit nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal, il ne faut pas dire qu'il voulait dire le contraire. Il a dit ce qu'il a dit. Appliquons. Appliquons. Maintenant, la contrainte promise dans le mandat de comparution, si elle est exercée, c'est une voie de fait. Quand une contrainte est exercée sans fondement juridique, c'est une voie de fait. La violence légitime de l'État, c'est puisque elle est conforme à l'état du droit. Elle est conforme à notre Constitution, à nos textes. Toute violence exercée par une autorité en violation de la Constitution et de la loi, c'est une voie de fait, c'est un abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut imposer sa volonté et non celle du peuple congolais. Et c'est tout. Et il faut dénoncer le mal. Attention, soyez attentifs, le mal. Ce n'est pas seulement ce qui se commet. Le mal consiste aussi dans le fait de ne pas dénoncer le mal. Notre devoir de citoyen, au minimum, c'est de dénoncer le mal.
Y a-t-il encore une question que je peux avoir les immunités accordées? Ah, ça c'est une question plutôt juridique. Disons d'abord, dans Bukanga Lonzo, il n'y a jamais eu autorisation de poursuivre. Le réquisitoire du ministère public avait été rejeté. Dans l'affaire des biens aérianisés, les immunités ont été levées et malgré cela, le procureur général n'a jamais réussi à établir l'infraction. Et au lieu d'avoir le courage de constater qu'il n'y a rien et de classer sans suite, il maintient ce suspense qui détruit la nation, c'est l'expression du chef de l'État. Et de manière générale, les immunités sont levées ou refusées dans chaque cas. Donc, cas par cas. On ne peut pas, à l'occasion des immunités qui ont été levées dans un cas, en profiter pour les étendre à des cas nouveaux. Il faut toujours des réquisitoires pour demander l'autorisation d'élever les immunités. Il faut toujours un réquisitoire pour demander les poursuites et la mise en accusation. Et on ne peut pas profiter d'un ancien cas et l'étendre à de nouveaux cas. Ça, c'est une question de droit à laquelle je viens de répondre. Donc, ce n'est pas utilisable dans d'autres cas. Combattant.net. Ma question est celle de savoir quel a été votre comportement lorsque le président du Sénat refusa de restituer les immunités lorsqu'il y a eu le premier arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétent. Et pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi en justice étant donné qu'il s'était opposé à une décision judiciaire? Le président du Sénat avait fait quoi? Il s'était opposé lorsqu'il y a eu premier arrêt. Automatiquement, les immunités devraient être restituées à M. Matata. Mais le fait par lui de refuser, pourquoi n'avez-vous pas agi ou bien n'avez-vous pas été en justice pour ce comportement-là? C'était un comportement violant la disposition constitutionnelle et pourquoi vous n'avez-vous pas agi en justice? J'ai dit. Du procureur général de la Cour constitutionnelle qui a été récusé par Matata Ponyo. Et on a vu ce même procureur qui demande à ce que Matata puisse se présenter. Comment vous jugez la récusation du procureur de la Cour constitutionnelle? Mon comportement vis-à-vis du président du Sénat, je n'en avais aucun de particulier. Parce que moi, je ne suis pas parti au procès. Je ne suis qu'avocat. Si mon client me demande de prendre telle initiative et que je la trouve conforme au droit, évidemment, je la prendrai. Mais si il ne m'a rien dit à ce sujet, alors que la personne mise en cause, c'est plutôt son collègue qui est le mien, je n'ai rien à adopter comme comportement spécial. Donc, de moi-même, je ne peux pas agir en justice contre le président du Sénat. Maintenant, quant au comportement du PG, quand je dis parquet général ou procureur général, c'est synonyme. Donc, mon comportement est rendu à travers l'exposé que je viens de vous faire et à travers les réponses que je donne à vos questions. Quant à la possibilité d'une chaîne spécialisée pour jeunes anciens ministres, je rappelle que nous sommes en matière pénale et que en matière pénale, la loi ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'accusé. Ainsi donc, même si une chambre spécialisée était créée, elle ne concernerait pas Matata. Voilà la réponse. Le sens de l'honneur, qu'une fois qu'il aura pris acte de sa récusation, tout en rappelant que le sens de l'honneur n'est pas nécessairement le sentiment le plus partagé.
que vous l'utilisiez sans l'utiliser. On l'exploite aussi.